Salut les amis, bienvenue dans cet épisode du Choucroute Garage. J'avais prévu de l'appeler Histoire des superchargeurs et comment ils fonctionnent, mais en cours de route, j'ai décidé de changer de titre. Volontairement racoleur, j'espère que ce titre va attirer les gens qui sont allés voir des voitures électriques non Tesla et dont les commerciaux ont affirmé la main sur le cœur que les superchargeurs Tesla pourraient recharger leur voiture. Ce qui n'est absolument pas le cas. Voici donc comment fonctionnent les superchargeurs Tesla et pourquoi ils ne rechargent que des Tesla. Lorsque je parcours les pages et les groupes sur les réseaux sociaux, je me rends souvent compte qu'il y a des posts de personnes qui sont déçues par la vitesse de recharge de leur voiture. Dans la grande majorité des cas, il n'y a pas d'anomalie et c'est seulement un défaut d'information qui leur a créé ce désappointement. Avant de rentrer dans le cœur du système de recharge rapide Tesla, voyons quelle est son histoire et sa philosophie. Le 24 septembre 2012, Elon Musk dévoile son système de recharge rapide à Hawthorne, en Californie. Désolé pour la prononciation. À cette occasion, le patron de Tesla propose à tous les constructeurs de se joindre à lui dans la création de ce super réseau de recharge. Seule la société Bollinger Motors répondra favorablement à cette proposition. D'une puissance maximale de 90 kW, cette première mouture du système de recharge rapide sera très rapidement remplacée par un système en version 2 qui, lui, va permettre une puissance de 120 kW. Cette puissance évoluera avec le temps à 135 kW pour finir à 150 actuellement. Cette version 2 est le modèle le plus présent dans le monde et c'est cette version qui sera installée en Norvège, moins d'un an après la présentation de la première version en Californie. En France, on n'aura pas besoin d'attendre très longtemps puisque c'est en juillet 2014 que la première station s'installe à Auxerre sous forme d'un superchargeur temporaire. De son côté, l'industrie de la voiture électrique regarde Elon Musk se débattre avec ses problèmes et développer son réseau de superchargeurs d'un air goguenard. En effet, le nombre de bornes et la taille des emplacements semblent totalement disproportionnés en regard du parc roulant. Mi-2014, ce sont 100 stations dans le monde. À fin 2015, on atteint déjà les 600 stations. Les 1000 emplacements sont atteints lors de la présentation du modèle 3 en mars 2016. À l'époque, il y avait 3600 bornes. Et Elon Musk annonce qu'il va doubler ce nombre. À octobre 2019, le réseau de superchargeurs comprend 1659 stations et 14 658 prises disponibles pour la recharge, toutes les versions confondues. Je reviens un petit peu en arrière puisqu'en septembre 2017, Elon Musk introduit une nouvelle problématique pour son réseau de superchargeurs. En effet, certains clients Tesla n'ont ni moyen de recharge à la maison, ni moyen de recharge à leur travail. Et donc, il fallait leur trouver une solution. Cette solution est venue par le superchargeur urbain, qui a été placé à un endroit où les gens vont régulièrement, à savoir dans les centres commerciaux. Donc, les parkings de centres commerciaux ont commencé à être équipés de superchargeurs urbains. Ils ont une forme un petit peu différente, ils sont moins puissants, donc ils permettent une recharge de 72 kW maximum, au lieu de 135 à l'époque pour les autres superchargeurs, mais c'est surtout qu'ils répondaient à une problématique différente. En effet, une personne qui va venir faire ses courses va avoir besoin d'une heure et demie de temps. Donc 72 kW suffisent largement vu les tailles des batteries. Si la puissance brute est plus faible, le superchargeur urbain a la particularité de pouvoir recharger au maximum de ses capacités, même si il y a une voiture branchée sur la borne à côté. Parce qu'en effet, les superchargeurs V2 fonctionnent par paire, ce qui n'est pas le cas des urbains. Début 2019, Tesla présente les bornes V3 qui, elles, permettent une recharge à 250 kW. Comme les superchargeurs urbains, chaque borne peut délivrer 250 kW indépendamment de l'occupation des bornes adjacentes. En effet, le superchargeur V3 est déjà réfléchi pour des produits tels que le Semi ou le Cybertruck qui vont avoir vraiment besoin de grosses puissances de recharge. L'arrivée des systèmes de conduite de plus en plus autonomes va également introduire un système de supercharge automatique
Il est probable que certaines bornes soient équipées d'un bras qui permettra de recharger automatiquement la voiture. Pour en finir avec la courte mais riche histoire des superchargeurs, il faut parler du modèle économique. En 2012, Elon Musk souhaitait que les superchargeurs soient gratuits à vie. Les premiers modèles S85 étaient équipés du superchargeur gratuit à vie de série. Les S70, c'était une option à 2000 $. Et les S40 avec la petite batterie n'en disposaient pas du tout. Rapidement, l'option s'est vue intégrée dans le prix de la voiture et tous les modèles S et X ont bénéficié des supercharges gratuites à vie. Cette gratuité est transmissible de propriétaire en propriétaire. En janvier 2017, Tesla annonce que les superchargeurs vont devenir payants et qu'on va également avoir un système qui permettent d'éviter les abus. En effet, des sociétés de taxi ainsi que certaines entreprises, voire des particuliers, laissaient leurs voitures branchées toute une nuit, bloquant ainsi des superchargeurs qui auraient pu être utiles pour des gens qui voulaient se déplacer. Pour éviter cela, il y a ce qu'on appelle une idle fee. Ça veut dire que quand votre voiture est chargée, si vous ne la déplacez pas rapidement, vous allez payer une pénalité. Pour ce qui est du paiement de la recharge, pourquoi Tesla a-t-il changé son fusil d'épaule? Eh bien, Musk l'explique tout simplement parce que l'arrivée de la Model 3 va introduire un grand nombre de voitures et surtout va imposer d'accélérer le développement des superchargeurs. Donc Tesla a décidé de faire payer pour les nouveaux clients le prix de la recharge au montant de son prix de revient. C'est le cas toujours pour la Model 3, sachant que les S et X bénéficient d'une recharge gratuite, mais cette fois-ci uniquement pour le premier propriétaire de la voiture. Voilà, maintenant qu'on sait comment les superchargeurs sont rentrés dans notre paysage automobile, il est temps d'aller voir comment ils fonctionnent. Commençons du point de vue de l'utilisateur. Je ne traiterai ici que du système embarqué par la voiture. Je ne traiterai pas des applications tierces, pour la bonne et simple raison que ça prendrait trop de temps et ça vous ferait une vidéo fleuve. Ce qui n'est pas vraiment la peine. Pour ce qui est de l'application la plus utilisée, à savoir à Better Route Planner, je vous mets en fiche une vidéo que j'avais faite sur la traversée de la France en diagonale où j'en parle. Lorsque vous saisissez une destination dans le navigateur de la voiture, le système va calculer votre itinéraire et déterminer les points de recharge. Il calculera également le temps que vous allez devoir rester à la recharge pour pouvoir continuer votre trajet dans le meilleur confort. Lorsque vous regardez la carte comme ceci et que vous activez les superchargeurs, vous allez constater qu'il y a des points rouges vifs et des points rouges transparents. Les points transparents sont les points que vous ne pouvez pas atteindre avec le niveau de recharge actuel de votre batterie. Tandis que les points rouges vifs sont ceux qui sont atteignables directement sans recharger. Lorsque vous cliquez sur un point, une fenêtre s'ouvre, vous affichant le nombre de bornes libres, la puissance maximale du superchargeur, tous les services que vous trouvez à proximité, ainsi que le code de la barrière s'il y en a une. Si vous saisissez un superchargeur en destination, les derniers modèles vous réchaufferont la batterie pour qu'elle arrive à température optimale à votre arrivée. Voilà, c'est parti, vous êtes en route, la voiture gère votre itinéraire. Elle gère surtout votre vitesse. Si elle vous indique de baisser votre vitesse et que vous respectez ces indications, vous arriverez au superchargeur avec une très bonne marge de manœuvre. C'est très sympa pour ceux qui ont le stress de la panne en voiture électrique. Bon bah voilà, maintenant on y est, on va recharger. Avant de commencer la recharge, je précise toutefois que cette opération risque d'être difficile, compliquée et surtout physiquement éprouvante. Je pense surtout aux dames qui seront fort désemparées par la complexité et l'effort physique à fournir. Je vais arrêter de troller, mais bon, j'ai pas pu m'en empêcher. Les équipes de Nissan ont utilisé cet argument pour justifier le fait qu'ils allaient réduire la voilure dans le domaine des voitures électriques et investir nettement plus dans les hybrides. D'ici à ce qu'ils disent qu'il faut réduire les performances des voitures électriques au niveau des thermiques pour éviter d'effrayer les conducteurs, il n'y a qu'un pas. Hein. Ah non, mince, ça ils peuvent pas dire, c'est déjà pris, hein. Mazda l'a déjà fait. Je saisis donc avec dextérité la prise correspondant à mon modèle, à savoir type 2 pour moi avec une Model S, et sachant que le combo CCS, c'est pour les Model 3 et ultérieurs. J'appuie sur le bouton, la trappe s'ouvre, et je branche la prise. Et voilà, c'est fini, merci, au revoir, pensez bien, pouce bleu, commentaire, machin, abonnement, et ciao. Non, mais non, non. Maintenant, on va aller voir ce qui se passe derrière. Comme vous le voyez, le voyant passe au bleu, ce qui veut dire que la voiture et le superchargeur sont en train de se mettre en communication.
Le superchargeur va récupérer les données de la voiture, à savoir son numéro de châssis, pour voir son éligibilité à la recharge. Avec ce numéro de châssis, le superchargeur Tesla se met également en relation avec le compte de l'utilisateur. Ceci va permettre à la fois de facturer s'il y a besoin, mais également de renvoyer sur l'application sur le téléphone les informations de recharge et ainsi permettre au client de s'éloigner, de s'installer au bar tranquillement prendre un café et d'être prévenu quand sa voiture est chargée. Le VIN ou numéro de châssis permet également d'informer le superchargeur du type de la batterie utilisée, parce qu'il y a plusieurs voltages possibles. En effet, il y a des 350 et des 400 volts. Donc le superchargeur va devoir adapter sa recharge à la puissance de la batterie qui est présente, mais également à son voltage. La connexion à la télémétrie de la voiture va permettre au superchargeur de connaître le niveau de charge de votre batterie et donc d'adapter la puissance pour protéger le pack. Le système va également connaître la température de la batterie, ce qui va permettre de déclencher des actions correctives comme le réchauffement ou le refroidissement de la batterie ou la baisse ou l'augmentation de la puissance. Ce que je viens de vous expliquer est probablement la raison principale pour laquelle les autres constructeurs ne souhaitent pas adhérer au système de superchargeur. Parce qu'en effet, si une voiture non Tesla devait se brancher dessus, il faudrait que le constructeur donne accès à certaines données, et entre autres les températures de batterie, les niveaux de charge, ainsi que certaines données techniques importantes. Il faudrait que les systèmes communiquent. De plus, il faudrait que la voiture soit équipée d'un module qui permette de communiquer avec un compte Tesla également. Donc ça veut dire qu'on rentre un petit peu plus loin dans les systèmes. Et là, du coup, il faudrait que le constructeur qui voudrait se brancher sur un superchargeur ait quand même relativement confiance. Et l'humilité surtout de se dire que son système peut être piloté par quelqu'un d'autre. C'est loin d'être la mentalité des constructeurs automobiles actuels. Donc pour ces raisons, je le répète encore une fois, les superchargeurs Tesla ne rechargent que les Tesla. Maintenant que la voiture et le superchargeur se sont compris, ont échangé les informations, le voyant passe au vert et on commence à charger. Une batterie se recharge toujours avec du courant continu. Or, ce qui arrive du réseau, c'est du courant alternatif. Dans le cadre de votre recharge à la maison, vous passez de la prise à la voiture en courant alternatif et le chargeur se trouve dans la voiture. Il va redresser le courant, faire du courant continu et l'injecter dans la batterie. Le superchargeur délivre lui directement du courant continu. On pourrait penser que Tesla aurait utilisé des chargeurs industriels de très grosse capacité. Ça n'a pas été le cas, ils ont été beaucoup plus futés. Dans un but de standardisation, ils se sont dit qu'ils pourraient utiliser les mêmes chargeurs qui sont utilisés dans votre voiture, mais d'en mettre plusieurs. Pour réduire les coûts et simplifier les moyens de production, ils ont utilisé ces chargeurs de manière inventive pour qu'ils puissent redresser une quantité importante de courant. Ils ont mis 4 chargeurs par phase en parallèle et donc il y a 12 chargeurs de ce type dans chaque superchargeur. Donc ces 12 chargeurs au total vont délivrer les 135 kW de puissance. Et même 150 puisqu'on a pu les pousser un tout petit peu plus que lorsqu'ils sont dans les voitures parce qu'ils sont ventilés, refroidis et placés dans des conditions idéales avec des câbles suffisamment bien dimensionnés pour pouvoir charger et décharger de manière optimale. Ce que vous voyez là est une borne de superchargeur, mais ce n'est pas le chargeur lui-même. En effet, lorsqu'on ouvre cette borne, il n'y a pas la place pour mettre 12 chargeurs là-dedans. Donc ils sont ailleurs. C'est un joli meuble avec les câbles et les fusibles. Venez, je vous montre le vrai superchargeur. Vous voyez, derrière ce volet se trouvent les armoires qui sont les vraies armoires de superchargeurs. C'est là-dedans que se trouvent les fameux chargeurs de Model S, Model X. Le courant qui arrive à ces armoires est acheminé à partir du gros bloc qui se trouve juste derrière, qui est en fait le poste de transformation EDF qui va amener le courant alternatif au superchargeur. Lorsque le courant haute tension arrive du réseau, sa tension est réduite pour être injectée dans l'armoire de superchargeur qui, elle, va alimenter 2 bornes. Ce que je viens de vous dire est très important dans l'usage que vous pourrez faire du superchargeur. Parce qu'en effet, il est conseillé lorsque vous arrivez sur un superchargeur, si c'est possible, de vous charger à une borne où vous n'avez personne à côté de vous, ni à gauche ni à droite. Pourquoi ? Parce que ça réduit les chances
que vous partagiez une borne avec une autre voiture. Imaginez que la voiture qui se trouve à côté de vous recharge à 50 kW. La vôtre ne pourra recharger au maximum qu'à 100 kW, puisque la puissance est partagée. Au fur et à mesure que la puissance baissera sur l'autre voiture, la vôtre augmentera. Ou pas, en fonction du niveau de charge que vous avez. C'est pas très problématique en fait, parce que vous imaginez bien que c'est très rare que deux voitures totalement vides se branchent sur deux bornes qui sont alimentées par la même armoire. Donc, sachant qu'il y a toujours une voiture qui est là depuis quelques temps et donc dont le niveau de charge sera beaucoup plus bas, ça vous limitera un petit peu, mais pas tant que ça. De plus, au fur et à mesure que la charge avance, le superchargeur réduit la puissance. Il réduit la puissance pour deux raisons. Premièrement, pour diminuer l'échauffement et la perte de charge, mais également pour préserver votre batterie. Parce que plus une batterie est chargée, moins elle va accepter de nouveaux courants. Avec un tel partage de puissance, Tesla a pu développer plus de bornes et rendre le superchargeur plus accessible à moindre frais, et sans pour autant diminuer le côté pratique du superchargeur. Le cas du superchargeur V3 est un petit peu différent, au sens où cette fois-ci, une armoire superchargeur va délivrer 4 fois 250 kW. En effet, les armoires des superchargeurs V3 sont celles qui sont utilisées dans les mégapacks. Donc celles où on met d'habitude les batteries pour les grosses entités type le super mégapack d'Australie et compagnie. Ce qui veut dire que cette fois-ci, on ne partage plus la puissance. Une armoire est capable d'encaisser 1 MW de puissance. Il y a sûrement des gros changements dans ce système-là par rapport au V2, puisque il est probable que la tension a été augmentée. Pourquoi je dis ça? Eh bien, Nuage Magique a expérimenté le superchargeur V3 de Londres. Je vous mets la vidéo en fiche, encore une fois, si vous voulez aller la voir, c'est très instructif. Et il se rend compte que le câble est plus fin et plus léger que celui des superchargeurs V2. C'est totalement contre-intuitif, parce qu'on se dit que 250 kW qui échauffe moins un câble qu'un 150 kW, c'est pas logique. Eh bien en fait si. Si on augmente le voltage admissible dans les batteries, on va pouvoir délivrer un voltage plus important dans les superchargeurs. Ce qui veut dire que grâce à la formule P égale UI, que connaissent bien les électriciens, donc puissance égale intensité fois tension, plus on augmente la tension, plus l'intensité diminue pour la même puissance. Or, il se trouve que l'échauffement et les pertes de charge dans un conducteur sont directement dépendants de l'intensité et non pas de la tension. Ce qui veut dire que le superchargeur V3 a probablement une tension plus importante pour limiter l'ampérage. Sachant que ça, c'est une hypothèse que je fais. Il pourrait très bien avoir trouvé un système qui permette de refroidir le câble ou tout simplement un conducteur beaucoup moins résistant que le cuivre utilisé habituellement. Bon bah voilà, maintenant vous savez comment fonctionnent les superchargeurs et pourquoi seuls les Tesla peuvent s'y charger. Une dernière chose, je n'ai pas ici traité d'un autre système qu'avaient expérimenté Elon Musk et les équipes techniques de Tesla, à savoir le changement rapide de batterie. Visiblement, ce système a été abandonné. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, changer de batterie sur une voiture en permanence, qu'en est-il des connectiques, qu'en est-il de la sécurité, j'en sais rien. Renault a essayé de faire la même chose avec sa Fluence ZE, ils ont abandonné le truc. Les Chinois continuent à développer ce type d'infrastructure. En revanche, c'est un système qui sera plutôt adapté à des flottes de véhicules, à des taxis ou à des voitures de société. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus. L'espace commentaire vous est ouvert pour les commentaires respectueux. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, parce que j'en ai vraiment besoin pour développer la chaîne. Merci beaucoup. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour le prochain épisode du Choucroute Garage. Salut!